Je pense qu'on peut démarrer et puis je pense que ça te rejoindra peut-être dans les prochaines minutes. Ouais, on Mais peut comme faire ça, comme on ça. évite de finir trop tard pour tout le monde et de prendre trop de retard. Très bien. Ça marche. Peut-être que tu peux commencer par te présenter simplement pour nous expliquer un petit peu ce que tu fais. Ouais, puis comme ça, je vais aussi peut-être directement commencer sur le parcours, etc. Ouais, très bien, ça marche. Donc, je m'appelle Mouradone, j'ai 24 ans. J'ai commencé mes études à Nancy, d'où je suis originaire. Donc, j'ai commencé mes études avec déjà un bac scientifique. Ensuite, je me suis orienté vers une licence éco-gestion euh, pour finir sur une licence gestion à l'IAE de Nancy. Ensuite, je suis parti sur un master finance de marché, toujours à l'IAE de Nancy, pour ensuite finir sur un stage de fin d'études chez Aptimum, stage qui a débouché sur un contrat permanent. Donc, je suis toujours chez Aptimum depuis mon stage, donc ça va faire maintenant 2 ans et demi bientôt en tant que marketrice consultant. Et je suis ici ce soir pour vous partager un peu mon expérience sur ces deux dernières années. Et répondre à vos questions, déjà les questions de Margot, et puis ensuite je pense qu'on fera un tour de questions si vous en avez. Et tout à fait. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais poser des questions pour animer un petit peu la conférence. Mais évidemment, n'hésitez pas à poser les vôtres. Profitez de ce temps d'échange pour poser toutes les questions que vous avez. Et évidemment, il y aura un temps de questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas. Peut-être qu'on peut enchaîner sur les compétences qui t'ont permis, du coup, enfin, qui ont été selon toi déterminantes pour intégrer le risque de marché, donc et devenir marketrice consultant. Ouais, bah déjà une bonne connaissance, une bonne théorie de la finance de marché, donc chose que j'ai pu développer à l'IAE tout au long de mon parcours. Ensuite, je pense qu'il y a des compétences dont j'ai eu la chance de développer de façon annexe à mes études, comme les langages de programmation par exemple. Donc tout ce qui est Python, SQL, c'est des choses que j'avais pas vues à l'IAE. Mais je pense que sans ces compétences, j'aurais peut-être pas eu ma place, en tout cas chez Optimum, et de manière générale en risque de marché. Je pense que ça peut être compliqué sans ces compétences. Donc c'est surtout ça. Euh, donc de la finance et un peu et forcément de la programmation. Mhm. Et aussi, je pense, une envie d'apprendre, une certaine curiosité. D'accord, ok. Donc pour toi, la programmation, c'est un élément qui est fondamental et indispensable. Bah, aujourd'hui, dans mon poste, je vois pas, sans ces compétences, je vois pas ce que je pourrais faire en fait. C'est essentiel. Je pense que 80% de mes missions, ça consiste à, entre autres, faire de la programmation. D'accord, ok. Donc c'est pas que ça, parce qu'il faut aussi forcément savoir ce qu'on fait, ce qu'on veut développer, entre guillemets. Donc il faut forcément cette théorie financière qui va derrière. Mhm. Mais juste avec cette théorie, ça aurait été plus compliqué. Ok. Parce que du coup, c'est quoi les principaux risques que tu peux traiter dans ta vie au quotidien là? Ça va être qu'est-ce que tu vas faire? C'est-à-dire même les algos que tu as programmés, ils vont être basés sur des modèles. Comment est-ce que tu Alors, décrirais, je sais, une journée type par exemple? alors sur une journée type, donc déjà nous on distribue un modèle de risque qui s'appelle APT, donc c'est le modèle APT, on est les seuls à pouvoir distribuer ce modèle en Europe. Donc on le met à disposition des clients, mais pour certains clients on utilise ce modèle pour eux, donc pour produire les indicateurs de risque et les rapports. Donc premièrement une journée type, je vais voir si j'ai pas des questions du support entre guillemets, donc voir si tout se passe bien au niveau de nos clients, s'ils arrivent à produire les calculs qu'ils veulent, les rapports. Ensuite, je vais, pour les autres clients, produire ces rapports. Donc, ça va des calculs de risque à la mise en forme dans les rapports, à l'analyse et les commentaires si besoin. Commentaires, recommandations. Euh, et dernière étape, il se peut aussi donc, que je sois amené à mettre en place ces process justement pour certains clients. Donc, c'est là où va intervenir la programmation. De une dans la production des indicateurs de risque
dans la mise en forme pour les rapports. Donc là, pareil, ça va être de la programmation. Et par contre, après, pour tout ce qui est analyse des commentaires, là, la programmation n'intervient plus, forcément. C'est la théorie financière qui suit. Donc nous, concernant les risques qu'on traite, c'est essentiellement le risque de marché. Mais avec le modèle APT, on peut également traiter le risque de liquidité, de marché, mais on va pas de liquidité et de crédit, mais on va pas intervenir sur le risque opérationnel, D'accord, par exemple. ok. Parce que du coup, donc, dans votre équipe, vous travaillez plutôt sur des modèles qui sont quantitatifs, sur de la réglementation, ou, alors du coup, pas de l'opérationnel, si je comprends bien, mais C'est ça. le Alors, modèle APT, ça va être un modèle c'est un modèle qui va être quantitatif, basé sur... exact. Ok, d'accord. C'est un modèle quantitatif, donc multifactoriel, à l'instar euh, du MEDAF où on va avoir un seul facteur. Ici, on aura plusieurs facteurs, donc c'est un modèle quantitatif multifactoriel. Et on va utiliser ce modèle pour produire tous nos indicateurs de risque qu'on mettra dans les rapports. Les indicateurs vont dépendre des besoins du client. Chaque client voudra ses indicateurs. Si on prend l'exemple de la VAR, il voudra aussi la paramétrer à son goût, donc avec ses probabilités, ses horizons. Euh, et tout ça découle du modèle APT. C'est un peu ce qui fait l'unicité d'Aptimum, c'est ce modèle en fait. D'accord, ok. Et du coup, vous traitez avec quel type de clients, enfin, c'est quel type de clients vous accompagnez principalement? Alors, on a une gamme assez variée de clients. Ça peut être des asset managers, donc des gérants de fonds. Parfois, on peut être amené à parler directement avec des risk managers d'autres sociétés, comme des banques privées, par exemple. On a aussi des banques privées, on a des fonds de pension, on peut avoir des family office. Donc, c'est vraiment tout acteur qui va être amené à gérer des fonds et donc avoir un besoin de suivi des risques. Nous, on va l'accompagner. Euh, Peu importe le type de client, c'est pour ça qu'on est assez varié. Tant qu'on peut répondre à son besoin, nous, on va s'adapter. On a une assez bonne flexibilité grâce d'une part au modèle APT et aussi à notre équipe qui est assez polyvalente. Donc, on peut accompagner tout type de clients, peu importe le besoin. On peut aussi innover si un client a des besoins pour lesquels on n'a jamais vraiment développé de solution. On va développer une solution pour son besoin. Encore une fois, d'où la nécessité d'avoir des connaissances en programmation. Ça passe Hmm, souvent par là. ok. Donc voilà pour les clients qu'on peut couvrir, Mhm. Et c'est quoi essentiellement des qui asset va... managers. Ouais, ok. Et c'est quoi qui va distinguer donc APTMium et les autres cabinets de conseil ou alors le risque en salle de marché? C'est vrai qu'on entend beaucoup plus parler de la finance de marché donc en salle de marché, mais Oui, finalement il y en a aussi donc dans les cabinets de conseil, c'est différent et je trouve que c'est assez intéressant d'avoir un avis différent. ouais, je vois. Bah, on peut revenir à la question des clients, c'est qu'en salle de marché, déjà, on n'aura pas les mêmes clients en face de nous. Ça Mhm. va plutôt être par exemple des traders et donc plusieurs choses vont différer. Déjà, l'horizon de calcul de risque, j'ai envie de dire, ça va être du temps réel en salle de marché. On aura besoin d'indicateurs beaucoup plus. Ça va être de l'intraday, alors que nous, pour nos clients, on va produire des rapports quotidiens, mais ça peut être aussi hebdo ou annuel ou trimestriel. Donc, on va pas être sur du temps réel. Ça, c'est une différence. Et pour ce qui est de Aptimum comparé aux autres cabinets de conseil, c'est encore une fois le modèle APT. Euh, c'est l'argument qu'on met en avant. Euh, Vaut mieux utiliser notre modèle que d'autres modèles de risque, Ok. vu Et qu'on du est coup les seuls donc à pouvoir le distribuer. ouais, la gestion du risque dans un cabinet, donc je pense qu'on a conscience à quel point c'est important hein, le risque, que ce soit en salle de marché ou ailleurs, mais c'est pas forcément, je trouve, le domaine dont on parle le plus. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la force du risque et qu'est-ce qui a déclenché en toi l'envie de bosser en risque? Alors, pour ce qui est l'envie de bosser en risque, pour être honnête, ça m'est un peu tombé dessus au départ. Ok. Le stage chez Aptimum, on est venu m'en parler, si vous voulez. J'ai pas commencé par postuler, mais j'ai eu la chance d'y trouver mon bonheur parce que ça combinait vraiment ce que je voulais.
donc la partie théorie financière et programmation. Et aujourd'hui, je suis vraiment content de pouvoir faire les deux et surtout d'appliquer cette théorie via que ce soit de la programmation ou du Mm. développement. Donc, c'est ce qui m'a surtout attiré. Et il y a aussi cette technicité du risque qui, je trouve, est intéressante. Mm. C'est rentrer vraiment au fond de la théorie financière pour expliquer des phénomènes qu'on observe sur les marchés. Ok. Et donc, si on rentre un peu plus sur pourquoi c'est ce cabinet de conseil et pas un autre, c'est quoi la culture de l'entreprise et du coup, c'est quoi la différence entre la culture d'entreprise dans un cabinet de conseil et la culture dans la salle de marché? Ah, bah, après la culture de salle de marché, je ne peux pas trop en témoigner étant donné que j'ai jamais Ouais, travaillé dans une salle ouais, de marché. En tout cas, pour ce qui est de Optimum, euh, nous on a vraiment, on est 5. Bon, il peut y avoir du turnover, mais en moyenne on est 5. Donc on est dans un open space, donc c'est une ambiance assez familiale et il y a surtout beaucoup d'entraide. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu, surtout en début de carrière, c'est cette entraide qui permet d'énormément progresser très vite. ouais. Mm. Vraiment, j'ai plus appris en stage et ces 2 dernières années que toute ma scolarité. C'est vraiment de l'expérience professionnelle et donc Ok. on est avec des gens, enfin, on a la chance d'avoir des gens très doués chez Optimum. Donc moi tous les jours je suis content de me dire que je suis peut-être la personne la moins compétente de mon équipe pour pouvoir évoluer. C'est vraiment un levier énorme d'être entouré de personnes compétentes qui sont prêtes à aider aussi à chaque fois que j'ai un problème. C'est vraiment sympa, c'est vraiment comme une petite famille. Ok. Et, euh, et du coup, c'est quoi les qualités professionnelles qui semblent complètement indispensables? Donc, on a parlé donc, de la programmation, mais est-ce qu'il y a des qualités, et je pense notamment parfois aux soft skills, etc., qu'on a tendance à minimiser, mais qui ont leur importance aussi? Et j'imagine, bon, là, qu'on entend parler d'entraide, etc., que bah, ça fait partie de soft skills aussi. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les compétences importantes? Ouais, bah nous enfin chez Aptimum, mais je pense en général dans la finance, on est aussi amené à traiter beaucoup de données. Ça, c'est un sujet qui arrive tous les jours. C'est vraiment, on a des quantités de données énormes à traiter. Donc, je pense qu'il faut être rigoureux déjà, parce Mm. qu'à à être amené, enfin, faire une erreur peut arriver très vite. C'est vraiment cette gestion de la donnée, donc être rigoureux. Heureusement qu'on a forcément des langages qui nous aident à traiter cette donnée, mais je dirais ça, et aussi la curiosité, parce que c'est en étant curieux qu'on apprend le plus. Ne pas faire, ne pas faire de la production pour faire de la production, mais aussi comprendre pourquoi on l'a fait. Et c'est comme ça qu'on apprend tous les jours, c'est en étant curieux, en essayant d'aller toujours en profondeur quand on fait quelque chose, de comprendre Mm. pourquoi on le fait, l'impact que ça va avoir, parce que pareil, quand on fait quelque chose pour le faire sans comprendre ce qu'on fait, on peut même pas être sûr que ce qu'on fait est bien ou mauvais, correct ou juste, enfin correct ou faux, si on comprend pas ce qu'on fait. Donc toujours être curieux et chercher à comprendre. Ok. Donc, la curiosité, on va dire, en soft skills. Et du coup, en C'est hard ça, skills, on a et dit qu'il y avait ouais, qu'il y avait la programmation, qu'il y avait voilà. les connaissances financières. Ouais. Et je Et dirais toi, par exemple, aussi quand tu... Ouais, l'autonomie. Si je peux rajouter d'accord, ok. l'autonomie, ça c'est quelque Ouais. chose d'important. Parce que même si forcément les collègues peuvent aider, euh, de toujours devoir les déranger, ça peut être problématique. Donc j'essaie toujours de chercher la réponse par moi-même, Ouais, bien sûr. dans un Mm. premier temps, et ensuite demander de l'aide. Je vois juste qu'il y a des questions. Ok. On répond aux questions Ouais, si maintenant du chat ou... Bah, je pense qu'on peut les faire au fur et à mesure. Vas-y, comme ça, on peut les prendre au fil de l'eau. Bon, je vais prendre la première question d'Eliott. Donc, est-ce que Aptimum fournit également des scénarios prospectifs à ses clients tels qu'il y en a été fait sur Nextwise? Oui, exactement. Bah, en fait, pour être transparent, ce scénario dont tu parles, donc le crack de la tech US et l'éclatement de la bulle IA a été fait pour des clients à la base et du coup après on l'a mis à disposition de Nextwise. Mais tout à fait en fait, c'est ça aussi qui est bien de travailler avec différents types de clients, c'est que nous on leur propose des choses, mais inversement parfois ils sont force de proposition, donc ils nous font ils nous donnent des idées qu'on va aussi après partager avec d'autres clients si possible quand on va faire
quelque chose, on essaie d'en faire profiter un maximum de clients. Donc on fait des scénarios prospectifs, exactement. Mais est-ce que Bah, tu c'était la aurais, seule question. je ne sais pas s'il y a jamais il y a d'autres scénarios dont tu peux parler, mais juste pour donner peut-être d'autres exemples du coup Bah, de ce que vous faites, peut-être qu'ils parleront enfin, à tout le monde. Donc là, on voit que c'est un sujet a priori que les gens connaissent, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent en tête? Là, il parlait des scénarios prospectifs, mais il y a aussi les scénarios donc, historiques qui se sont déjà déroulés. Moi, j'ai les deux derniers scénarios que j'ai effectués pour des clients, c'était la guerre en Ukraine. Ouais, ok. Dernièrement, on a eu le Liberation Day avec Donald Trump quand il a annoncé la hausse des taxes. Mm. Donc là, pareil, ça a eu un impact sur les marchés. Donc, c'est les deux scénarios que j'ai pu créer. Je pense pas qu'ils soient sur NextWise, si je me trompe. Euh, mais il y a aussi cette, j'ai envie de dire, recherche de Mm. scénarios prospectifs pour les clients, cette construction de scénarios historiques. Et alors, Ça du coup, amène aussi, du coup, à être toujours ouais, connecté au marché, suivre les actualités pour un peu anticiper les demandes des clients, j'ai envie de dire. bien sûr. Et du coup, donc, là, les scénarios dont on parle, comment est-ce ils sont entièrement mis en place par l'équipe dans laquelle tu es, ou c'est euh, plusieurs personnes qui sont chargées de différentes étapes dans la création finalement de ce scénario, et qu'est-ce qu'on entend par scénario, comment est-ce qu'on fait en fait? Alors, c'est pas nous, ça va être vraiment l'équipe Aptium qui gère toute la création de ce scénario. Euh, donc, c'est assez simple en fait. Pour un scénario historique, on va juste observer le marché au moment du coup du scénario, donc comprendre que la structure du marché à l'époque, observer ce qui s'est passé et grâce à notre modèle APT, répliquer ces variations, mais dans la structure actuelle du marché. Donc, D'accord. on va se servir des Mm, mm. corrélations entre les actifs actuels et pas celles du passé, mais on va garder les variations du passé. Et donc, avec ça, on peut obtenir, grâce au modèle APT, aux corrélations et aux variations qu'on avait observées à l'époque. Ton micro s'est coupé, Mourad. Je pense qu'il y a un petit problème avec le micro. C'est bon là? Ça Vous m'entendez? grésille, ouais, ça grésille pas mal, et parfois il s'est coupé le micro là. Petit problème technique, je pense qu'il va revenir. N'hésitez pas à poser vos questions. Là, je pense qu'on va avancer sur la partie beaucoup plus sur la construction de CV, sur décrocher un stage, etc. Mais si vous avez des questions un peu plus techniques ou même par rapport au challenge NextWise, n'hésitez pas à poser vos questions. J'en profite pendant qu'ils se reconnectent. Bonsoir à tous, Roxana de Nextwise. Je vous ai mis une petite capture justement des différents scénarios prospectifs qui sont disponibles sur vos rapports Aptimum. Donc n'hésitez pas à aller sur votre dashboard pour les consulter, que ce soit en club ou en individuel. Vous avez ces scénarios disponibles. Voilà. Et je Merci crois que beaucoup. Mourad est revenu, avec plaisir. C'est mieux Effectivement. comme ça ou Oui, c'est mieux, vous m'entendez? effectivement. Ouais, on Ok, entend beaucoup mieux. ok. Donc je parlais des scénarios, des scénarii. Je sais plus où j'en étais. Oui, pardon, on Euh, parlait de la construction des différents scénarios. Du coup, oui, voilà, avec l'équipe, etc. avec l'équipe. L'équipe, comment est-ce que vous construisiez un scénario et comment est-ce que vous le mettiez en place? Donc c'est vraiment ça, c'est observer les variations du passé, les appliquer à la structure du marché actuel. Quand je parle de structure du marché, c'est la corrélation entre les actifs actuels. Donc avec ce mécanisme, on peut simuler un scénario historique dans le présent. Mais on peut aussi donc faire des scénarios prospectifs. Donc là, on va devoir euh, essayer de mesurer les potentielles variations qu'il peut y avoir en cas d'éclatement de bulles, comme le mentionnait Elliot, pour l'appliquer avec notre modèle. D'accord. Euh, et je reprends la question Ouais. d'Eliott qui demande si on a déjà eu un scénario prospectif qui s'est réalisé par la suite. Un client nous avait demandé un scénario dans le cas d'une élection de Donald Trump pour sa deuxième élection. Donc, comment on a fait ce scénario pour Trump? Eh ben, on a observé les variations du marché au moment de la première élection. Donc là, on a fait l'hypothèse que, on aurait un peu les mêmes variations, mais on n'aura pas la même structure de marché à l'époque et aujourd'hui. Mais donc ça, c'est justement le but de notre stress test. Donc on a appliqué
les variations du marché de l'époque aujourd'hui avec la structure du marché d'aujourd'hui. Donc on a fait ce scénario une semaine avant les résultats des élections et on avait répondu aux clients en disant notre stress test vous indique une hausse de tant de pourcents en cas d'élection de Donald Trump. Et là où l'outil APT est magnifique, c'est que Donald Trump a été élu et on a observé j'ai envie de dire, deux chiffres après la virgule, exactement la variation attendue. Et ça, c'est là où je me suis dit, on a vraiment un outil magique entre les mains. Euh, Même le client était étonné. Donc voilà le cas d'un scénario prospectif qui s'est réalisé et qui a très bien fonctionné. Et alors, à contrario, enfin, c'est pas pour piéger ou quoi que ce soit, mais est-ce que ça arrive qu'il y ait des scénarios prospectifs où on se dit, on s'y attend pas du tout, et effectivement, il y a le marché a réagi d'une certaine manière qu'on n'aurait pas trop pu anticiper. Comment est-ce que ce genre de problèmes, enfin, qui peuvent survenir à un moment donné sont pris en compte probablement pour corriger le modèle et corriger le... Bah, j'ai envie de dire, c'est justement pour ça qu'on fait du risque, c'est pour prendre en compte Ouais, ces mouvements imprévus. Donc, on peut par exemple utiliser, on entend souvent parler de l'AVAR, la value at ouais. risk. Donc, si on veut, c'est un peu le risque qu'on prend à chaque moment. Donc après, si on veut simuler un scénario précis, on va utiliser des scénarios historiques ou prospectifs, mais en fait, la gestion du risque au quotidien, elle passe pas forcément par des stress tests, mais par Ouais. d'autres indicateurs de risque Mm, mm. Ok. qu'on n'anticipe pas justement. Enfin, la VAR est là Mm, pour être calculée aussi souvent qu'on le veut. bien sûr. Ok. Et du coup, donc la VAR, c'est le principe, enfin, c'est la principale métrique que vous allez étudier, ou il y en a d'autres? Est-ce que c'est confidentiel ou pas? Je ne me rends pas bien compte. Mais c'est Non, vrai qu'on en voit plusieurs quand même des métriques, notamment en cours. Donc je me demande si, s'il y en a d'autres que la VAR que vous utilisez. oui, bah alors, tout dépend pareil, du besoin du client, mais la VAR, je pense, un indicateur qu'on va retrouver pour tous nos clients. Après, on a différentes façons de calculer la VAR. Ça peut être paramétrique, Monte Carlo, Mm, historique. Donc, en fonction de ce que le client veut, en fonction si le client a déjà ses risques managers, entre guillemets, ça va être en fonction de ce que eux veulent, en fonction de leurs principes aussi. Sinon, on a aussi d'autres indicateurs. On a par exemple la tracking error. Donc là, ça va être un indicateur qui permet de mesurer la déviance potentielle entre un portefeuille et son benchmark. Donc ça va être du relatif. Là, ça va être vraiment par rapport à un benchmark et pas en absolu comme la VAR. Toujours en relatif, on peut simplement avoir la corrélation entre un portefeuille et un benchmark, un bêta entre un portefeuille et un benchmark. Euh, J'essaie de me prendre un rapport dans la tête, mais on a aussi donc tout ce qui peut être les scénarios, mm, prospectifs ou historiques. Euh, Chose qu'on peut faire avec le modèle APT, c'est des projections aussi du risque. Donc pour un portefeuille donné, on va pouvoir, comme sur les rapports NextWise, euh, projeter le risque d'un portefeuille en fonction de variables géographiques. Donc pouvoir étaler le risque d'un portefeuille en fonction de zones, de pays ou de régions. De même pour les secteurs. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que sans connaître, tous ces calculs sont effectués sans connaître la composition du portefeuille. Donc le modèle APT, enfin, on a la composition du portefeuille, pardon, mais on n'a pas sa série de prix. Et donc tout ça, ce sont des indicateurs qu'on peut fournir aux clients. On a également les contributeurs les top contributeurs au risque. Donc pour un portefeuille donné, d'accord. on va pouvoir dire quel portefeuille amène le plus de risques et surtout le quantifier. Et pouvoir faire des simulations. Donc admettons, je vais dire que ce titre qui pèse 20% représente 10% du risque. Ce titre qui, lui, en pèse que 10, par contre, ou 5, représente 50% du risque parce qu'il sera très risqué, très volatile. Et c'est là où on peut faire des simulations. Donc si je retire cet actif pour le remplacer, faire un arbitrage, je vais diminuer ou augmenter de temps mon risque. C'est des indicateurs qui sont, je pense, très pertinents, autant que la VAR. Ouais. Ça peut servir dans la gestion parce que la VAR, c'est un indicateur top level, j'ai envie de dire, pour un portefeuille. Mais si on veut rentrer dans le détail et comprendre aussi titre à titre, Euh, on va plutôt regarder les contributions au risque de chaque titre. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant parce que en cours, enfin, on voit des maîtrises de risque, je pense, pour plusieurs personnes, ça, enfin, ça va faire écho.
Et je trouve que ça permet de voir aussi qu'est-ce qui va être important dans les cours, qu'est-ce qu'il va falloir retenir et qu'est-ce qui est applicable à la vie de tous les jours. Parce que parfois, le lien peut être un peu lointain et parfois, ça en démotive certains. Là, effectivement, on parle de choses très concrètes et on voit que ça a un vrai impact, quoi, et que ça permet potentiellement d'anticiper des scénarios qui peuvent être bon, négatifs ou positifs d'ailleurs pour les clients. Mm. Euh, Ce que je propose potentiellement, c'est qu'on passe plutôt à la partie CV, tout ce qui est les entretiens, etc. Si ça convient à tout le monde. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est hyper intéressant. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vont rentrer en période de stage. C'est vraiment le moment de poser des questions. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'ai commencé en demandant quels stages ou quelles expériences pourraient être les plus valorisées pour des postes en market risk front office. C'est une bonne question. Forcément, je dirais un stage déjà en risque. C'est ce que j'ai pu Ouais. faire par chance. Euh, Après, je sais que, par exemple, dans les stagiaires qu'on a déjà reçus chez Aptimum, euh, la plupart n'avaient pas forcément déjà d'expérience en risque. Mhm. Euh, on a surtout pris aussi des étudiants en école d'ingénieur qui avaient des expériences autres qu'en finance parfois. Euh, tout ce qui peut être lié à la gestion de données, par exemple. Parce que en vrai, enfin, j'ai envie de dire, la finance aujourd'hui, c'est beaucoup de données, de C'est gestion de beaucoup de données. data. On voit beaucoup les postes. J'ai déjà vu des postes passer risk manager slash data analyst. Mm. Ça va être deux compétences liées, j'ai envie de dire. Donc ça va être des stages en data, ça peut être aussi des stages en ingénierie ou en développement, enfin, liés à tout ce qui est programmation. Et donc, par exemple, c'est quoi qui va faire la différence? Parce que donc, enfin, tu disais que vous aviez des stagiaires sur le desk qui n'avaient pas forcément eu d'expérience en risque. C'est quoi qui va les démarquer par rapport à d'autres étudiants? Je pense notamment à tous les étudiants en Master 1 qui n'ont pas encore eu d'expérience et qui vont chercher des stages. C'est quoi les compétences à Justement, valoriser? après ça, c'est quelque chose qui n'engage que moi, mais dans les CV que j'ai vu passer, ce que j'aime regarder en premier, c'est pas forcément l'école ou la filière suivie. Ça va être plutôt ce qui est hobbies et skills parfois, parce que euh, pour moi, l'école ne fait pas un stagiaire ou un étudiant. La preuve en est, comme j'ai dit à l'IAE, j'ai pas appris tout ce qui était Python et SQL, pourtant j'avais ces compétences. Donc si je m'étais arrêté à l'école, je me serais pas appris en stage moi-même. Ouais. Et je trouve que ça en dit beaucoup sur une personne aussi, que ce soit ses activités, ses skills. Euh, et ensuite, bien sûr, regarder les stages pour remonter, enfin les expériences professionnelles pour remonter à l'école. Ok. Après, ça c'est ma vision, c'est comme ça que je lis un CV. Ça n'engage que moi. Mais je pense qu'effectivement, en cabinet de conseil, enfin, je pense que c'est très vrai, que c'est applicable. Et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui raisonnent comme ça. Donc, il faut surtout pas négliger toutes les compétences techniques. Je pense que les gens ne s'arrêtent plus forcément qu'à l'école. Donc, c'est intéressant de Mm. voir les différences techniques qui peuvent être apportées ou même les différences effectivement au niveau des hobbies, etc. Oui, ça permet de se démarquer en fait, Ouais, ok. bien sûr. Et du coup, c'est quoi les erreurs fréquentes selon toi que les étudiants ils font en entretien? Je pense que c'est d'abord d'essayer de répondre à toutes les questions. Il faut faire attention. Je sais que j'ai déjà passé des entretiens où il y avait des questions pièges. Et c'est un bon moyen de tester aussi la sincérité d'un candidat. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire qu'on ne sait pas quand on ne sait pas. Parce qu'après tout, on est là aussi pour apprendre. On n'a pas forcément d'expérience professionnelle, on ne peut pas tout savoir. Donc le plus important, c'est de montrer qu'on veut apprendre plutôt que de montrer qu'on sait tout. Ok. Et tu te souviens des questions pièges que tu avais eues ou des thématiques qu'elles touchaient? Par exemple, si je vous demande la méthode Zeta pour évaluer une entreprise, Hmm. Je sais pas s'il y en a qui méthode qui savent, n'existe mais pas. Chez ok. Aptimum, j'ai eu le droit à ma question piège aussi. C'est vrai? Ok. Oui, j'ai eu la chance de ne pas tomber dedans, mais c'est pour ça. Je ne sais pas si c'est une pratique fréquente.
Mais ça peut arriver. C'est pour ça, ne pas. Puis ça montre aussi une certaine sincérité de dire qu'on ne sait pas. Mm. Je trouve qu'il n'y a aucun problème à ça. Je préfère, euh, je préfère 100 fois ça qu'une réponse un peu bidouillée ou floue. Ouais, ok. Et je pense à ça parce que donc on parle potentiellement de questions un peu pièges ou celles qui peuvent être un peu compliquées. Est-ce que pour des entretiens en market risk, tu penses que c'est essentiel de réviser tout ce qui va être les brain teasers, tous les petits quiz, etc. Je pense qu'on voit plutôt ça pour le risque en salle de marché. Euh, Après, je pense que ça peut toujours servir, hein, même Mm. faire travailler son cerveau, j'ai envie de dire. Euh, je suis pas sûr que ce soit, en tout cas pour ce qui est en cabinet, que ce soit vraiment le premier point à travailler. Ok, ça Ouais. marche. Ok. Et du coup, ce que vous regardez en priorité sur un CV junior, donc que ce soit pour un stage ou que ce soit potentiellement pour un CDI, parce qu'il y a ça aussi après, c'est quoi qui donne envie aux gens potentiellement de, d'embaucher un stagiaire? Qu'est-ce que peut faire un bon stagiaire? Bah, je vais parler de ce que moi j'ai vu. Euh, Souvent, ce qu'on regarde aussi, enfin, ce que j'ai pu voir chez les gens regardaient tout ce qui est voyage. Je sais pas vraiment pourquoi, mais ça interpelle souvent aussi les voyages, les sports. Parce que ça peut vraiment en dire beaucoup sur quelqu'un. Je sais pas, une personne qui joue aux échecs, par exemple, ça peut Mm. insinuer des choses. Ou, les langues parlées aussi, tout ce qui est. Quand je parlais des voyages, il y a aussi les Erasmus, par exemple, Ouais. qui peuvent être très valorisés. Ça montre une autonomie, une prise de risque parfois aussi, donc de l'ambition ou de la motivation. Ok. Je vois qu'il y a une autre question dans le chat. Avant d'être chez Aptimum, avais-tu déjà utilisé ton savoir-faire Python pour une application particulière en finance? Si oui, quelle était-elle? Alors justement, avant d'arriver chez Appium, j'avais déjà programmé en Python sur beaucoup de projets, pas en finance, justement. C'est là où j'ai aimé le challenge, mais j'avais quand même fait pas mal de Python avant sur d'autres projets, que ce soit même au lycée ou projet de fin d'études. Donc c'était pas lié à la finance, mais ça m'a tout autant servi, hein, parce que ça va être un peu la même chose, juste il va falloir après appliquer les théories financières à ça. Mais oui, pour répondre à la question, j'avais déjà une expérience en Python, ce qui m'a énormément servi. Énormément servi. Et est-ce que tu recommanderais potentiellement aux étudiants d'essayer de faire quelque chose en Python? Enfin, j'entends une application financière qui, selon toi, pourrait être intéressante à mettre en place justement pendant ces études. Bon, oui, il y a des projets, des petits projets pour commencer qui sont assez sympas, comme essayer de créer une fonction Black-Scholes en Python Mm. pas à pas. Ça, ça peut être des petits projets ou calculer une volatilité, par exemple, avec une série de prix, enfin une série de rendements. Donc, il y a plein de petits projets qui permettent de manipuler de la donnée, d'appliquer de la théorie financière, euh, qui vont vous servir parce que c'est aussi des questions qu'on pose en entretien. Euh, Est-ce que vous savez, par exemple, coder en Python? Ok. Est-ce que vous avez des exemples de projets? Est-ce que vous seriez capable de calculer une volatilité en Python? Est-ce que vous serez capable de manipuler cette donnée? Euh, Par exemple, chez Aptimum, j'avais un questionnaire écrit avec des fonctions à écrire à la main. Ok, Bon, c'était des petites fonctions, mais ouais, ouais. c'est pour tester un peu le candidat. Donc, Il faut être à l'aise de avec toutes les tête, notions de j'avais base. la fonction factorielle à refaire à la main en Python. Ouais. Et Donc, c'est ça et peut c'est être des assez petits projets classique. pour Ouais. commencer. Ouais, c'est des questions assez classiques. C'est pour ça, Ouais. je pense que même de les travailler, ça servira. Ça servira pour le risque de marché, mais également, ça peut servir dans d'autres domaines en finance, hein. C'est- Je pense que ça va devenir une compétence clé dans beaucoup de domaines. Mm. Surtout maintenant avec Mais l'IA qui peut nous aider. ouais. Mm, mm. Je tiens à mettre en lumière aussi que enfin, le risque de marché, c'est un risque qui est en contact avec beaucoup d'autres personnes dans la banque. Et moi, je me rends compte, enfin,
notamment en trading, qu'on entend souvent parler du risque de marché et qu'on est très lié aux équipes en risque de marché. Donc c'est cool. Et je pense qu'effectivement, il y a des questions qui peuvent se croiser. Donc, à ne pas négliger. Enfin, je veux dire, les conseils là, c'est des conseils qui peuvent s'appliquer, comme tu l'as dit, à beaucoup d'autres domaines. Donc Exactement. c'est chaud d'avoir ces Ouais. conseils-là. Et alors, comment est-ce que tu vois l'évolution potentiellement du métier de risque de marché à l'avenir? Est-ce que tu... Bah, disons que c'est un métier à responsabilité. Euh, donc, même s'il y a une émergence de l'IA, je ne pense pas que demain Mm, l'IA remplacera le métier de risk manager ou de market risk consultant. Par contre, c'est un métier qui offre beaucoup de perspectives parce qu'il est assez transverse. On voit beaucoup, donc il y a une certaine technicité, mais il y a aussi beaucoup de théories financières. Donc il y a des débouchés aussi. C'est pas forcément un métier dans lequel on va rester bloqué. On peut évoluer en tant que portfolio manager parce que je pense qu'avant tout, un bon portfolio manager, c'est un bon risk manager. Euh, donc c'est un métier qui offre d'autres opportunités. C'est un métier dans lequel on peut monter aussi parce que c'est un métier à responsabilité, mais on peut avoir de plus en plus de responsabilités. mm. Mais intéressant de voir comment ce métier va évoluer avec l'intelligence artificielle qui va forcément nous aider à améliorer notre compréhension du marché et du risque en général. Ok. Et justement, quand tu parles donc des évolutions avec notamment le fait de prendre des responsabilités, etc., c'est comment tu hiérarchiserais les différentes responsabilités qu'il y a au sein de ton équipe? Bah, on va dire que je suis tout en bas, mais au début, ça va être surtout donc, de la production. Mm. Donc des process qui sont déjà en place, où on n'a pas forcément besoin d'innover. Euh, Ensuite, il y a cette partie où quand on a un peu plus d'expérience, on va pouvoir répondre aux besoins du client, être force de proposition, mettre en place des process, accompagner le client, répondre à ses questions, aller voir les clients, aller en chercher des nouveaux. Donc là, ça va être vraiment un step au-dessus quand on a des connaissances et aussi confiance en soi, hein, parce que ça peut, ça peut nécessiter un peu de courage. Mm. Euh, donc là, on arrive vraiment à un stade supérieur, mais c'est là où on a les responsabilités, donc d'aller chercher, d'aller voir les clients, d'aller en chercher des nouveaux, de prendre la responsabilité quand il y a une erreur qui est faite, parce que on produit des rapports parfois qui sont utilisés de façon réglementaire pour certains clients. Euh, donc s'il y a une erreur, ça va dépendre de nous, ça Ouais, va dépendre peut-être du manager qui a validé les rapports, euh, même si c'est nous qui avons fait les erreurs. Voilà mm. comment je vois les choses d'un point de vue hiérarchique. Ok, ça marche. Je vois qu'il y a une autre question. Selon toi, la maîtrise de VBA reste-t-elle une compétence indispensable ou la substitution de son utilisation au profit de Python est irréversible? Alors ça, c'est un avis personnel. Pour moi, on est dans une période où avoir les deux compétences sont nécessaires parce qu'on est un peu en transition. Moi, je fais beaucoup de développement Python, mais en réalité, ça consiste beaucoup à faire de la migration de VBA vers Python. Parce que VBA, c'était un peu la star ces dernières années, je pourrais même dire ces dernières décennies. Mais on voit un peu cette migration assez lente. Mais dans mes missions de programmation, c'est essentiellement vraiment de la migration de process VBA en Python. Donc connaître les deux, c'est un bonus. Après, si je devais en apprendre un aujourd'hui, ça serait Python. Voilà. Donc, priorité à Python, par contre, c'est un plus si on arrive à mettre VBA sur son CV, c'est ça? Oui, parce que VBA, ça reste quand même le langage le plus très utilisé, surtout dans les banques, j'ai l'impression, qui ont du mal qui sont assez lentes à migrer. Euh, Mm. mais j'espère en tout cas que dans les prochaines années, on aura beaucoup plus de Python. Oui, effectivement, c'est un peu plus efficace. Exactement. Oui, je vois qu'il y a une main qui s'est levée. Victor, tu peux y aller, tu peux prendre la parole si tu veux. Oui, allô, bonjour. 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 Vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, alors j'avais une question. En tant que stagiaire chez Aptimum, est-ce qu'on sera envoyé chez le client ou bien on travaillera sur des projets internes?
On peut être amené à être envoyé chez le client. Ça va dépendre un peu aussi des envies, hein, de montrer si on a envie d'aller voir le client. Je sais que moi, c'est quelque chose que j'adore. Donc, si on manifeste l'envie, tous nos stagiaires peuvent être amenés à aller voir le client. Je trouve que c'est une bonne façon d'apprendre, d'être confronté au monde réel. Parce que être derrière un écran, c'est bien. Produire des choses pour des clients, c'est bien. Mais les rencontrer en vrai, savoir pour qui on fait ces choses, ça amène une autre dimension. On s'applique beaucoup plus. Je sais que quand je rencontre un client, j'ai tout de suite beaucoup plus envie de m'investir, de même de lui proposer des choses. Et c'est aussi beaucoup plus d'échanges, un peu plus informels, où justement le client va aussi plus proposer des idées, émettre des suggestions. Mais pour répondre à la question, nos stagiaires vont chez les clients. C'est possible. D'accord, merci. Parce que ouais, c'est assez rare. Parce que dans les autres cabinets, du coup, les stagiaires sont souvent sur des projets internes et ils sont jamais envoyés directement chez les clients s'ils n'ont pas d'expérience en tant que consultant avant. Ouais, bah, justement, j'ai un manager qui pousse vers la démocratisation de ce système, d'envoyer le stagiaire le plus vite possible chez le client pour le confronter à la vie professionnelle, hein. Je trouve que c'est une bonne façon d'apprendre rapidement. D'accord, super, merci. Et justement, donc là, par exemple, dans ton équipe, est-ce que tu sais s'il y a une place de stagiaire qui va bientôt se libérer ou alors si jamais vous allez prendre bientôt quelqu'un? Je sais qu'on a déjà des stagiaires actuellement, on a des stagiaires qui sont censés arriver. Euh, Après, on peut pas, vu qu'on a une petite équipe, on peut pas nous aussi avoir plus de stagiaires que de titulaires. Complètement. Donc, après, on reçoit toujours des candidatures, donc sur ça, il n'y a pas de problème. Et on les garde surtout. Donc, c'est pas parce qu'on Hmm, ne prend pas un stagiaire cette année qu'on ne pourra pas le prendre plus tard. d'accord. Oui, je vois qu'il y a Théo aussi qui lève la main. Tu peux y aller aussi. Bonsoir, Bonsoir. j'avais une question en fait concernant les scénarios de risque. Est-ce que vous avez déjà fait des scénarios de risque avec par exemple Taïwan, enfin avec une hypothèse où Taïwan, il y aurait des tensions beaucoup plus accentuées qu'aujourd'hui? Euh, j'ai pas ce scénario en tête. J'ai pas ce scénario en tête, donc je vais dire non. Mais c'est un scénario justement qu'on pourrait produire. Donc un scénario prospectif, comme je l'ai décrivé tout à l'heure. Ok, d'accord. Oui, parce Et que vous si avez un déjà jour fait on pour le fait, l'Ukraine. Pardon. ouais, ouais, vas-y. Ah non, j'ai juste dire oui parce que vous l'avez déjà fait pour l'Ukraine et pour Trump. Donc c'est pour ça, je me suis dit ça pourrait être sympa avec ce risque qui pèse sur Taïwan si ils se font envahir par les Chinois. Bon bah là, ça devient compliqué quoi. Les marchés financiers seraient Ouais, tendus. ça serait un scénario prospectif intéressant qu'on pourrait faire. Ouais. Et si un jour on est amené à le faire, on pourra aussi le mettre sur la plateforme Nextwise. Ça marche, merci. Je garantis rien. Pas de souci. Merci. Je profite qu'on parle de Next Voice juste pour rappeler que à la fin de chacune des conférences, on a des petits quiz qui sont mis en place. Donc n'hésitez pas à y répondre. Il sera publié demain à 16h. Donc si jamais vous avez aimé la conférence, c'est aussi un moyen de nous montrer. C'est cool si vous pouvez participer. Je vois qu'il y a encore une question de Elliot. On t'écoute. Oui, alors bonsoir à tous. Donc c'est une question Bonsoir. Bonsoir. concernant vos clients. Donc c'est pour savoir au niveau des scénarios prospectifs, quels sont les scénarios qui reviennent le plus fréquemment de vos clients. Bah justement, le scénario que vous avez retrouvé dans Nextwise, donc l'éclatement de la bulle IA, venait d'un client. Je pense que c'est le scénario qui est le plus demandé parce que c'est le scénario qu'on appréhende le plus, qui a le plus de probabilité d'arriver, de se produire. Sinon, tous les autres scénarios ou les scénarios historiques, enfin les scénarios historiques sont déjà en place enfin mis à disposition des clients. Ok, je vois, merci. Ouais, donc il n'y a pas de menace macroéconomique présente au sein au sein de l'inquiétude de tous vos clients, quoi. Bah, c'est souvent des tensions, des inquiétudes sur les tensions géopolitiques en fait. Parce que là, vous avez mentionné Taïwan.
L'Ukraine, c'est vraiment des questions de géopolitique. Ok, je vous remercie. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là. Merci Ouais, à très tous bien. d'avoir participé à la conférence et surtout merci Mourad pour toutes ces informations et pour ton temps. Eh C'est ben, vraiment merci cool pour vos d'avoir ton questions, à avis. vous tous. Ça m'a fait très plaisir d'y répondre. J'espère que j'ai pu élucider des points, répondre à toutes vos questions de façon claire et précise. Parfait. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne Merci, bonne soirée tout le monde. soirée. Au Merci, revoir. bonne Bonne soirée. soirée. Merci, bonne Bonne soirée. soirée. Merci, bonne soirée.